Et l'on commence donc par cette histoire de fantôme. Les locataires d'une maison de la région de Saint-Omer sont persuadés que leur fermette est habitée par des esprits frappeurs. Ils auraient même été blessés dernièrement par des chaises volantes. Le maire lui-même affirme avoir assisté à des phénomènes étranges et il tente de trouver une solution pour reloger cette famille. Sur place, Barbara Six, Patrick Constant. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors écoutez, on va pas perdre de temps avec nos amis journalistes, on va les laisser à leurs fantômes et nous on va passer directement au sommaire de ce numéro. On va parler d'infos internationales, on va parler d'économie, on va parler de santé environnement. Attachez bien vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale en parlant de la CIA et de la corruption, puisque cette institution a livré au service du président afghan Hamid Karzai des dizaines de millions de dollars en liquide dans des valises, des sacs à dos et même des sacs en plastique, ceci pendant une décennie, et c'était bien sûr pour influencer la politique afghane en direction des États-Unis bien sûr. Bon alors laissez-moi deviner, l'argent venait certainement de la culture du pavot en Afghanistan. C'est quand même incroyable, et ceci ça ne fera pas une seule minute au journal télévisé. Alors on continue avec les CIA, et c'est Julian Assange qui en parle, en parlant d'abord de Google, puisqu'il dit, je cite, « Ce qui était à la base une gentille petite institution, donc Google, est devenu l'une des organisations les plus puissantes du monde. Invitée à la table du pouvoir, elle fournit maintenant des informations à la CIA et aux services secrets américains, et ce au moins depuis ces 5 dernières années. » Fin de citation. On parle également un petit peu de la Corée du Nord et de la Chine, puisqu'on apprend que des troupes chinoises sont en route vers la frontière nord-coréenne. Des dizaines de tanks chinois ainsi que des troupes se massent à la frontière coréenne. Les forces aériennes chinoises survolent régulièrement la région, et malgré les efforts des Occidentaux pour isoler la Corée du Nord, les Chinois restent un des premiers alliés de la Corée du Nord. On parle également d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen, mais rien n'est encore officiel. On continue et on va parler maintenant de la Syrie et des armes chimiques, puisque Barack Obama et les Américains ont annoncé qu'ils avaient des preuves d'utilisation des armes chimiques en Syrie de la part de Bachar el-Assad. Alors ça, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, de toute façon, le rapport final ferait que ça serait Bachar el-Assad qui serait accusé, il n'y avait pas de mystère. Alors selon les États-Unis, ça change la donne bien sûr. En fait, ça donne un bon prétexte pour intervenir en Syrie dans les prochaines semaines. Alors, monsieur Obama, vous et votre administration, et toutes les administrations avant vous, vous avez tellement menti que on n'arrive plus à vous croire aujourd'hui. Et puis, quel intérêt aurait Bachar el-Assad d'utiliser des armes chimiques sur sa propre population? Ce type est tout sauf un imbécile, je pense. Enfin bon, on sait très bien que tout ceci rentre dans votre plan de globalisation. Comme le déclarait le général Wesley Clark, 7 pays doivent être envahis, et la Syrie en fait partie. Donc voilà, on a compris le plan global. Toujours en Syrie, le Premier ministre Wael al-Aki a échappé à un attentat le lundi 29 avril. C'est ce que rapporte la télévision d'État. Une bombe aurait explosé au passage de son véhicule à Damas. L'un de ses gardes du corps, lui, a été tué. Toujours en Syrie, 2 missiles ont été tirés sur un avion de ligne russe contenant 159 passagers à bord. L'avion a été intentionnellement visé et officiellement on ne sait pas qui sont les auteurs de cet acte. Bon, l'avion n'a pas été touché mais il s'en est fallu de peu. Malgré la pression de l'Occident sur la Russie pour les faire plier et abandonner la Syrie, le président russe reste inflexible et il aurait même déclaré, je cite, « Même si la guerre atteint les rues de Moscou, la Russie ne renoncera pas à son soutien à Assad. » On parle maintenant de l'Irak et on va continuer à en parler. Je peux vous le dire qu'on va en continuer à en parler pendant les semaines à venir, puisque ça fait 10 ans que cette guerre a été déclarée, cette guerre illégale. Et la guerre civile continue de faire des ravages. On a compté cette semaine 18 morts dans plusieurs attentats. Donc que font les Américains? Maintenant qu'ils ont complètement déstabilisé le pays, ils l'ont abandonné à lui-même. Alors moi je demande quand est-ce que les criminels Bush, Rice, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz et Powell vont-ils être traînés en justice? On continue avec l'Irak et on va parler des soldats américains qui sont en grande détresse psychologique pour la plupart d'entre eux.
Alors un exemple, un soldat américain a plaidé coupable le lundi 22 avril du meurtre de 5 militaires. Le sergent John Russell est accusé d'avoir tué en mai 2009 5 de ses collègues dans une clinique spécialisée dans les problèmes mentaux sur la base de Camp Liberty, la plus grande base américaine en Irak. La peine maximale qu'il encourt est donc la prison à vie, sans possibilité de libération anticipée. Au moment des faits, M. Russell était à sa 3e mission en Irak et son unité se préparait à quitter le pays dans les mois suivants. Alors on continue avec les soldats américains en grande détresse psychologique et des soldats américains qui sont même blessés à mort et qu'on a abandonnés. Alors regardez un témoignage d'un de ces militaires américains qui envisage de mettre fin à ses jours dans les jours à venir. Regardez. 10 years later, 10th anniversary of the war in Iraq, Thomas Young, Iraq War veteran, wounded April 4th, 2004, his 5th day in Iraq, shot in Sadr City, is now writing a letter on this 10th anniversary called The Last Letter, a message to George W. Bush and Dick Cheney from a dying veteran. Thomas, can you read some of your letter to the former president and vice president? Absolutely. I write the 10th anniversary of the Iraq War on behalf of my fellow Iraq veterans. I write this letter on behalf of the 4,488 soldiers and Marines who died in Iraq. I write this letter on behalf of hundreds of thousands of veterans who have been wounded and on behalf of those who bear those wounds. I'm one of those gravely injured. I'm paralyzed from in an insurgent ambush in 2004 in Sadr City. My life's coming to an end. I'm living under hospice care. I write this letter on behalf of husbands and wives who have lost spouses, on behalf of children who have lost parents, on behalf of the fathers and mothers who have lost sons and daughters, and on the behalf of those who care for the many thousands of my fellow veterans who have brain injuries. I write this letter on behalf of veterans, those veterans whose trauma and self-revulsion for what they have done, witnessed, endured in Iraq have led to suicide, and on behalf of the active duty soldiers and Marines who commit, on average, a suicide a day. I write this letter on behalf of some of the 1 million Iraqi dead and on behalf of the countless Iraqi wounded. I write this letter on behalf of us all. The human detritus your words are behind, those who will spend their lives in unending pain and grief. Your position of authority, your millions of dollars of public personal wealth, your public relations consultants, and your privilege and power cannot mask the hollowness of your character. You said to us, to fight and die in Iraq. After you, Miss Cheney, dodged the draft in Vietnam, and you, Mr. Bush, went AWOL from your National Guard unit. Your cowardice and selfishness were established decades ago. You were not willing to risk yourselves for our nation, but you sent hundreds of thousands of young men and women to be sacrificed in a senseless war
with no more thought than takes to put out the garbage. I write this letter, my last letter, to you, Mr. Bush and Mr. Cheney. I write not because I think you grasp the terrible human and moral consequence of your lies, manipulation, and thirst for wealth and power. I write this letter because before my own death, I want to make it clear that I and hundreds of thousands of my fellow veterans, along with millions of my fellow citizens, along with the hundreds of millions of more in Iraq and the Middle East, know fully who you are and what you've done. You may have faced justice, but in our eyes you are each guilty of egregious war crimes, of plunder, and finally of murder, including the murder of thousands of young Americans, my fellow veterans, whose future you stole. I joined the Army 2 days after 9/11, after the 9/11 attacks. I joined the Army because our country had been attacked. I wanted to strike back at those who killed some 3,000 plus of my fellow citizens. I did not join the Army to go to Iraq, a country that had no part in the 9/11 attacks and did not pose a threat to its neighbors, much less the U.S. I did not join the Army to liberate Iraqis or to shut down mythical weapons of mass destruction facilities or to implant what you cynically called democracy in Baghdad and the Middle East. I did not join the Army to rebuild Iraq, which at the time you told us could be paid for by Iraq's oil revenues. Instead, this war has cost the United States over $3 trillion. I especially did not join the war to carry out preemptive war. Preemptive war is illegal in international law. And as a soldier in Iraq, I know now, abetting our society, abetting your idiocy and your crimes. The Iraq War is the biggest strategic blunder in U.S. history. It obliterated the balance of power in the Middle East. It installed a corrupt and brutal pro-Iranian government in Baghdad. One cemented in power through the use of torture, death squads, and terror. And it has left Iran as the dominant force in the region on every level: moral, strategic, military, and economic. Iraq was a failure, and it was you, Mr. Bush and Mr. Cheney, who started this war. It is you who should pay the consequences. I have, like many other wounded and many other disabled veterans, suffered from the inadequate and often inept care provided by the Veterans Administration. I have, like many other disabled veterans, come to realize that our mental and physical disabilities, wounds are of no interest to you, perhaps of no interest to any politician. We were used. We were betrayed. And we have been abandoned. You, Mr. Bush, make much pretense about being a Christian. But isn't lying a sin? Isn't murder a sin? Aren't theft
and selfish ambition sins. I am not a Christian, but I believe in the Christian ideal. I believe that what you do to the least of your own brothers, you finally do to yourself, to your own soul. I would not be Brian Sutter if I'd been wounded in Afghanistan against those forces that carried out the attacks of 9/11. Had I been wounded there, I would still be miserable because of my physical deterioration and imminent death. But I would at least have the comfort of knowing that my injuries were a consequence of my own decision to defend our country. I love the country I love. I would not have to lie in my bed, my body filled with painkillers, my life ebbing away, and deal with the fact that hundreds of thousands of human beings, including children, including myself, were sacrificed by you for little more than the greed of oil companies, for your alliance with the oil sheikhs of Saudi Arabia, and your insane visions of empire. My day of reckoning is upon me. Yours will come. I hope you be put on trial, but mostly I hope, for your sakes, that you find the moral courage to face what you have done to me and to many, many others who deserve to live. I hope that before your time on earth ends, as mine is now ending, you will find the strength of character to stand before the American public and the world, and in particular the Iraqi people, beg for your forgiveness. Un petit mot sur l'attentat de Boston. Alors on voit beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, on entend beaucoup de choses. Mais bon, il n'empêche que dans les faits, le 24 avril courant, l'agence de presse russe Izvestia a révélé un scoop qui n'a malheureusement pas été repris par les grands médias français. À savoir que le russe d'origine tchétchène Temerland Tsarnaev, l'un au moins des deux terroristes suspectés d'avoir commis le récent attentat à l'arrivée du marathon de Boston, a suivi un séminaire organisé dans le Caucase par la fondation Jamestown. Or, cette fondation américaine est connue dans le monde du renseignement comme constituant l'un des paravents des actions de déstabilisation de la Russie conduites par la CIA américaine, notamment contre la Russie dans le Caucase. Un petit mot également sur l'Amérique du Sud, avec en Bolivie l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, qui a été expulsée de Bolivie par Morales. Il a déclaré que l'USAID est en Bolivie pour, je cite, des objectifs politiques et non pour des objectifs sociaux. Fin de citation. Et il a accusé cette institution et d'autres de, je cite, conspirer contre le peuple et particulièrement contre le gouvernement national. Alors on cherche désespérément quelqu'un pour reprendre le flambeau d'Hugo Chavez, mais Morales, je le trouve pas mal dans ce rôle-là, non? Un petit mot aussi sur l'Europe, puisqu'il y a toujours des manifestations un petit peu partout en Europe, et notamment en Espagne. Et en Espagne, la police a chargé le 25 avril à coups de matraque un groupe de jeunes, à la fin d'une manifestation réclamant la démission du gouvernement près du Congrès des députés à Madrid. Alors évidemment, ça, il n'y a pas eu un mot dans la presse ni sur les journaux de télévision. Donc pour ceux qui suivent les journaux mainstream et qui ne sont donc pas informés et qui veulent partir en vacances à Madrid, bon bah écoutez, n'oubliez pas d'apporter vos casques avec vous. Hein. À Madrid, les manifestations sont accueillies par 14 000 policiers. Avis aux amateurs. Et enfin, pour terminer, on parle encore de l'Islande, puisque 3 candidats du parti pirate ont été élus à l'occasion des élections législatives islandaises. Le parti a remporté 5,1% des voix, ce qui lui permet de décrocher 3 des 63 sièges du Parlement islandais.
La victoire est d'autant plus belle pour le parti que le taux de participation à ces élections est haut, à plus de 83%. On passe à la partie économie maintenant, et on va parler des relations entre la BCE, la Banque Centrale Européenne, et la Bundesbank allemande. Alors ces relations sont très mauvaises. La Bundesbank accuse la BCE d'outrepasser ses fonctions en aidant directement l'Espagne, chose qui est complètement interdite avec nos traités européens. La Cour constitutionnelle allemande avait validé temporairement le plan de sauvetage européen en septembre dernier, ça on se souvient tous, mais cette même Cour doit se prononcer sur la validité définitive le 12 juin prochain, ce qui fait dire au directeur du think tank européen Open Europe, je cite, « Si la Cour européenne se prononce contre le plan, cela signifie la fin de l'euro. » Fin de citation. On parle encore de l'Europe, et de la France cette fois-ci. Alors quand on dit qu'avec l'Europe, la France perd de sa souveraineté, voici encore un exemple flagrant. En effet, la SNCM, Société Nationale Corse-Méditerranée, donc c'est une société complètement française, va devoir rembourser à l'État français 220 millions d'euros d'aide. Ceci sur injonction de l'Europe, car cette méthode d'aide publique est jugée incompatible avec les règles européennes de la concurrence. On continue avec la France cette fois-ci, et l'armée française qui va être la grande perdante de la crise actuelle. En effet, le livre blanc de la défense, qui a été remis à François Hollande, prévoit une enveloppe de 179,2 milliards d'euros sur 6 ans à l'armée, mais surtout 20 000 suppressions de postes supplémentaires. On va bien réussir à rentrer tout l'effectif de l'armée dans un stade de foot très bientôt. En Belgique maintenant, les multinationales, refroidies par la baisse de la déduction de l'intérêt notionnel, retirent progressivement leur argent de Belgique pour le transférer dans d'autres pays. Alors grâce à la déduction des intérêts notionnels, les entreprises peuvent déduire leurs bénéfices imposables un intérêt fictif. Or, le gouvernement du Premier ministre, Elio Di Rupo, a réduit cette déduction de 3% fin 2011 à 2,7% en 2012. Selon l'OCDE, cette diminution a poussé les multinationales à retirer de Belgique 45 milliards d'euros entre octobre et décembre. De nombreuses multinationales ont par ailleurs déménagé leurs banques internes, notamment au Luxembourg, à l'image d'ArcelorMittal et de Philips. Une petite nouvelle des États-Unis où on apprend que l'Arizona est le deuxième État après l'Utah à adopter la règle qui fait de l'or et de l'argent des monnaies d'échange. Mécontent de la politique monétaire du président de la Fed, Ben Bernanke, le Sénat de l'État d'Arizona vient de donner son accord pour faire de l'or et de l'argent des monnaies. Le rapport dit aussi que plusieurs dizaines d'autres États US réfléchissent à adopter l'or et l'argent comme des monnaies d'échange. On parle de la JP Morgan maintenant, la banque américaine JP Morgan Chase qui connaît de nouveaux déboires auprès des enquêteurs fédéraux qui lui imputeraient des manipulations et ayant eu pour conséquence de surévaluer le prix de l'énergie dans 2 États américains. Ça c'est selon le New York Times. Le journal américain précise avoir consulté un document de 70 pages émanant de la Commission de régulation fédérale de l'énergie, la FERC, et qui explique qu'en mettant la main sur sa petite concurrente en faillite, la Bear Stearns en 2008, la JP Morgan avait obtenu le droit de vendre de l'électricité produite par des centrales en Californie et dans le Michigan. Grâce à 8 manœuvres remontant entre septembre 2010 et juin 2011, les courtiers en énergie de la banque américaine ont transformé des centrales électriques déficitaires en puissants centres de profit. Selon le New York Times, les enquêteurs accusent également l'une des dirigeants de la banque, Black Masters, d'avoir délivré sous serment de nombreux témoignages faux et trompeurs et omissions matérielles. Figure de Wall Street, Black Master a joué un rôle déterminant dans le développement de produits dérivés comme le crédit défaut swap, une forme d'assurance contre le risque de crédit qui a joué un rôle important dans la crise. JP Morgan aurait reçu une notification le 13 mars dernier de l'intention de la commission de recommander l'ouverture de poursuites. La banque aurait jusqu'à mi-mai au moins pour répondre aux accusations. Dans un récent courrier, le PDG de la JP Morgan, Jamie Dimon, qui ne serait pas visé par cette enquête, a prévenu ses actionnaires qu'il fallait s'attendre à de nouvelles poursuites pour les mois à venir. Alors pour terminer la partie économie, on va parler du marché transatlantique. Alors ce marché, lancé officiellement en février dernier avec le discours sur l'état de l'Union de Barack Obama, en fait il est dans les tuyaux depuis bien plus de 20 ans en réalité. Donc pour en parler, je suis rejoint par Lior, qui tient le blog Théorie du Tout. C'est théorie-du-tout.fr. Bonjour Lior et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous parler des origines de ce traité ?
Alors, sur le traité transatlantique, il faut faire attention parce que c'est pas réellement un traité, c'est plus des accords pour l'instant et il n'y a pas forcément de traité. Le marché transatlantique, si vous voulez, c'est l'ensemble des échanges et de la production qui ont lieu entre l'Union européenne et les USA. Et donc le but, ça va être de lisser un peu les dernières distorsions et d'enlever les dernières barrières qui restent au commerce entre les deux continents. Alors la genèse un peu de tout ça, c'est très vieux puisqu'il y a un vieux mythe idéologique qui continue de traîner, qui est l'Union fédérale transatlantique, qui va bien sûr beaucoup plus loin que simplement le domaine économique. Et donc ce mythe idéologique qui date d'une certaine époque et qu'on détaille sur notre blog a été suivi notamment par certaines déclarations de certains groupes d'intérêt de haut niveau, mais aussi par des faits concrets qui ont été l'érection de l'OTAN et la conception du plan Marshall par exemple. Et bien sûr, ce mythe-là incluait aussi, bien entendu, une phase d'unification de l'Europe pour pouvoir ensuite passer au niveau supérieur. Mais donc, dans toutes ces différentes déclarations qui parlent d'union transatlantique, on en arrive forcément à la question cruciale de l'économie et donc à la question du libre-échange entre les deux continents. Et en fait, en réalité, institutionnellement parlant, les choses vont se débloquer réellement à partir de 1990, avec en novembre 90 donc la déclaration transatlantique qui a été faite entre l'Union européenne, enfin la communauté économique européenne de l'époque et les États-Unis, afin de globalement créer un rapprochement, enfin améliorer la coordination et rapprocher les deux continents sur un plan économique, institutionnel, diplomatique et réglementaire surtout. Retenez que toutes ces histoires ne sont en fait que des histoires réglementaires, on en reparlera. Et donc, après 1990, c'est en 1995, juste après la création de l'OMC en 1994, que les deux acteurs donc vont recommencer donc avec une nouvelle déclaration et de nouveaux accords qui vont porter le nom de plan d'action commun et aussi de nouvel agenda transatlantique. Donc ce sont deux documents, en fait deux déclarations dans lesquelles les États-Unis et l'Union européenne appellent encore une fois à soutenir la nouvelle OMC et donc l'expansion du commerce mondial et lancent des études communes pour abaisser les barrières réglementaires qui existent entre les deux continents et qui entravent le commerce. Ça va passer notamment, et ça c'est une nouveauté entre les deux entités, on va dire, ça va passer par ce qu'on appelle des accords de reconnaissance mutuelle dans certains domaines. Donc vous pourrez voir ça plus en détail. Aussi, donc, tout de suite après, en 1998, on a voulu avoir une initiative plus globale et plus poussée sur le libre-échange, en fait, entre guillemets, entre l'Union européenne et les États-Unis. Et cette initiative avait été refusée notamment par la France, par la voie d'Hubert Védrine. Et donc, vu qu'elle était trop, on va dire, trop violente en termes politiques et communication, on va revenir avec, en 98, juste derrière, avec un package un peu plus souple, un peu plus fin, qui s'appellera le partenariat économique transatlantique, et donc qui va, lui, en fait, officiellement poursuivre la lancée donc des deux documents précédents dont on parlait en 1995, améliorer toujours la coopération réglementaire entre les deux continents, puisque les barrières qui existent dans le commerce ne sont plus vraiment des barrières tarifaires, c'est-à-dire c'est plus vraiment une douane que l'on doit payer sur certains produits américains, c'est plus un problème de normes, comme par exemple les normes sanitaires qui font que certains produits américains n'ont tout simplement pas le droit de citer au niveau européen, par exemple, ou inversement. Et donc, ce partenariat économique transatlantique de 1998 va viser donc à abaisser encore une fois toutes ces barrières tarifaires et non tarifaires, aussi grâce à des accords de reconnaissance mutuelle. Et enfin, petit bonus, cette déclaration de partenariat économique transatlantique va renouer, si on veut, avec la société civile, c'est-à-dire va essayer de prendre le pouls de la société civile via différents lobbies et dialogues au niveau transatlantique qui vont réunir des citoyens sur différents sujets. Et en fait, tout ceci, il faut comprendre, se faisait toujours dans le cadre quand même multilatéral de l'OMC, c'est-à-dire on prenait ces engagements, mais on devait les mettre en application au niveau de l'OMC. Et en fait, durant toutes les années 2000, on va constater l'échec donc de l'OMC, de ces procédures, et on va se reconcentrer en 2007 sur un accord qui va vraiment être mis en œuvre entre les deux entités, donc l'Union européenne et les États-Unis. Et cet accord de 2007, qui s'appelle l'accord cadre en abrégé, va lui proposer d'approfondir l'intégration économique pour arriver à une réduction totale des barrières douanières et techniques, donc c'est-à-dire de prix, mais aussi des normes communes qui permettent d'échanger vraiment tous les produits entre les États-Unis et l'Union européenne. Et ça, donc, on demande à ce que ce soit prêt pour 2015. Et bien sûr, en 2007, vu qu'on a des objectifs qui deviennent un peu plus clairs et un peu plus sérieux, un peu plus poussés, on va aussi établir ce qu'on appelle le Conseil économique transatlantique,
qui est une instance qui est coprésidée en fait entre le président entre une personnalité du gouvernement des États-Unis et un commissaire européen, et qui donc va un peu gérer cette construction, donc cet approfondissement du marché transatlantique. Et donc on en arrive à l'actualité, puisqu'en 2009, donc Karel de Gucht, qui est le commissaire aux affaires commerciales, quoi, on va dire, et qui a été nommé à cette époque, en a fait son grand chantier. Et dès 2011, il annonce la formation d'un groupe d'études de haut niveau qui va en fait créer un rapport, des recommandations sur la marche à suivre pour arriver à une libéralisation totale sur le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc ce rapport, qui a été rendu dernièrement, le 11 février 2013, contient un peu les grands axes de ce qui devrait être négocié entre les deux entités. En attendant, en 2012, le Conseil européen, donc qui réunit les chefs d'État européens, a demandé à ce que les négociations puissent commencer en 2013, donc ça c'était en 2012, et les chefs d'État ont confirmé encore une fois au Conseil en février 2013 qu'il fallait effectivement avancer vite sur ces dossiers. Ça a l'air d'être un dossier qui prend réellement de l'importance aujourd'hui. Et là, dernièrement, donc, la Commission, en mars 2013, a validé le mandat de négociation, qui n'est toujours pas public, à ce que je sache, et qui devra être voté. Donc, là, il a été validé par la Commission, mais il devra toujours être voté par le Conseil européen en juin 2013, donc juin qui arrive. Donc, si tu veux, on peut aussi parler maintenant de la position française sur ce sujet. Ouais. Alors, sur ce sujet, la position française, c'est Nicole Bricq, la ministre du Commerce au niveau français, donc qui va s'occuper un peu de ces négociations et qui va peser au niveau du Conseil de l'Union européenne, donc des ministres du Commerce de l'Union européenne, pour faire valoir un peu les intérêts français par rapport au mandat de négociation qui sera donné à la Commission. Parce que, en dernier ressort, c'est quand même le commissaire de Gucht qui va négocier ces accords avec les États-Unis. Donc la position française, en fait, elle est de dire oui à une zone de libre-échange. Elle accueille avec plaisir, même je dirais, cette ouverture économique entre les deux continents. Par contre, elle demande bien entendu à ce que l'accord soit équilibré, c'est-à-dire qu'il y ait une réciprocité dans l'ouverture des différents marchés. Et elle demande, en tant que ministre française, et c'est aussi d'autres personnalités européennes qui en font la demande et qui demandent sur certains sujets qui ont des réticences. Donc nous, au niveau français, ce qu'on va demander, c'est que la défense ne soit pas inclus, tout ce qui est secteur de la défense ne soit pas inclus dans le mandat de la négociation de la Commission, que toute la politique agricole, et notamment la question des biotechnologies et des OGM, soit un minimum prise en compte et qu'on fasse très attention au niveau des négociations. Et aussi, bien entendu, la fameuse exception culturelle, c'est-à-dire que la position française est de dire qu'il ne devrait pas y avoir dans le mandat des négociations quoi que ce soit qui fasse référence au secteur de la culture, de l'audiovisuel en général. Et donc, cette position, donc vous pouvez la retrouver en détail dans les communiqués de presse du ministère, ou alors vous pouvez écouter aussi l'émission qui a eu lieu le 17 avril 2013 sur France Culture, où Nicole Bricq intervenait aux côtés de Jacques Sapir pour expliquer sa position sur ce marché. Et donc, vous allez voir que quand même, sur je vous ai cité quelques réticences des Français et de certains autres États européens. On voit qu'au niveau du mandat de négociation, a priori, c'est pas encore ça, puisque, par exemple, sur les OGM, ce que dit Karel de Gucht, c'est que ça ne sera pas exclu des négociations, mais qu'a priori, la législation européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, restera en place. Sur l'audiovisuel qui pose problème, Karel de Gucht, donc le commissaire, l'a inclus, je crois qu'on peut affirmer qu'il l'a inclus d'après ses déclarations qu'il a fait à l'AFP le 13 mars 2013, donc il a inclus le secteur audiovisuel dans la négociation, mais ce qui ne veut pas dire, on ne préjuge pas de l'issue des négociations, ce qui veut dire que le domaine est en négociation, ce qui ne veut pas dire qu'on va tout détruire. D'ailleurs, il garantit, lui, pour assurer les États, garantit que la politique d'exception culturelle pourra continuer, puisqu'on continuera à autoriser les États à subventionner le secteur de la culture. Et donc voilà où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des positions un peu divergentes. On essaye de calmer et de ralentir un minimum ces négociations. Vous avez vu qu'il y a des déclarations dernièrement de ministres français et de parlementaires européens qui veulent aussi calmer un peu le jeu et qu'on n'est pas obligé de négocier tout de suite, même si ça a l'air d'être un grand chantier. Et donc on attend finalement réellement l'intervention des États au niveau du Conseil européen de juin qui devra statuer sur ce mandat, c'est-à-dire sur quoi on va pouvoir négocier avec les Américains. Je te remercie pour tes éclaircissements. Alors, on va renvoyer les auditeurs à tes travaux déjà, à l'intervention que tu avais faite à l'époque pour le Libre TeamSpeak, où tu expliques exactement tout l'historique du traité transatlantique. Alors, je mettrai bien sûr le lien sous la vidéo pour que les gens puissent aller voir ça.
On renvoie aussi les gens sur ton blog à toi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est théorie du tout, théorie-du-tout.fr, où là aussi tu suis en fait le traité transatlantique, tu suis en fait l'actualité sur ce sujet, et aussi le blog de Magali Pernin où il y a aussi des informations. Donc le blog de Magali Pernin, c'est Contre la Cour. Et j'invite aussi les auditeurs à regarder la rediffusion du documentaire qui est passé sur Arte, il me semble, ou sur France 5, je sais plus, qui s'appelle Bruxelles, le vrai pouvoir, pour voir justement cet Européen là qui s'occupe du commerce et qui s'occupe, et on le voit d'ailleurs avec Arnaud Montebourg, et ils ont mal à partir tous les deux. Et bon, je vous invite à aller voir ce documentaire également. Je te remercie Lior pour tes éclaircissements. Merci à toi. Ah, juste, si je pouvais donner quelques conseils bibliographiques pour suivre tout ça. Je t'en prie. Donc, effectivement, les blogs, de toute façon, les livres, vous les retrouverez aussi sur les blogs en théorie. Et alors, il faut le lire, hein, globalement, c'est le bouquin qui est sorti, qui s'appelle Corporate Europe, en fait, qui s'appelle Europe Inc. Alors, le sous-titre, c'est Comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale, où il y a un bon chapitre sur le marché transatlantique. Et aussi les bouquins de Pierre Hillard, dans lesquels il décrit un minimum, je dirais même pas un minimum, il décrit beaucoup et en détail toutes les déclarations qui ont été prises. Dans le même style, vous pouvez lire aussi les bouquins de Raoul Marc Génard, qui a écrit certains bouquins sur l'Union européenne et notamment sur le marché transatlantique, et aussi le livre de référence de Riccardo Ferrenti et Bruno Poncelet qui s'appelle Le marché transatlantique, tout simplement. Je te remercie Lior. Écoute, tu es le bienvenu pour revenir nous parler des dernières avancées sur le sujet. Avec plaisir, merci. On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va parler du nucléaire. Alors on en parle chaque semaine, donc vous êtes habitués maintenant. Donc je parlais il y a quelques jours de cela de la pollution dans la Manche, la pollution qui est plus radioactive que Fukushima. Alors avec l'article suivant, on comprend mieux. Jusqu'en 1993, l'industrie nucléaire a balancé des fûts radioactifs dans les mers. Et aujourd'hui, ces fûts sont attaqués par la rouille, et il est toujours possible de rejeter l'eau radioactive dans les océans. Alors à Deep Heard, c'est une dépression sous-marine située au cœur de la Manche. On compte plus de 28 000 fûts radioactifs immergés à seulement 100 mètres de profondeur. Et les journalistes confirment aujourd'hui une forte concentration de plutonium sur les lieux de déversement. On est seulement à une demi-heure de bateau des côtes françaises. Alors il y a vraiment de quoi s'inquiéter, et surtout quand on sait que sur des petites îles anglaises qui sont à proximité, le taux de leucémie infantile est bien trop élevé. Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Je vous ai demandé d'intervenir aujourd'hui à propos de cette information. C'est quand même, c'est effrayant quand même ce qu'on apprend là. Vous savez, ce qui est effrayant, c'est le nucléaire en général. Hein. Il y a une chose, c'est qu'à un moment, je vais déjeuner il y a 6 mois avec un homme politique qui, lui, envisageait de soumettre l'arrêt ou le développement du nucléaire à un référendum chez les Français. Mais avant de faire ça, il faudrait que les Français soient avertis, il faudrait qu'ils aient une formation pour savoir ce que c'est que le nucléaire. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Les hommes politiques non plus ne savent pas ce que c'est. Lorsque Fioraso a déclaré en visitant Cadarache qu'il fallait se lancer à la conquête du soleil, on l'aurait mis dans un coin avec une feuille de papier et un crayon en disant « Expliquez-nous comment marche ITER », elle aurait été incapable de dire quoi que ce soit. Donc on est dirigé par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Vous avez des députés comme Bataille et Vidot qui vraiment luttent pour développer le nucléaire. Ils savent même pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est qu'un surgénérateur. Et vous savez, on en avait parlé tous les deux. Moi, je pense qu'il faudrait posément commencer par essayer de former l'auditeur pour lui expliquer un petit peu ce que c'est. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la durée de vie des déchets radioactifs. Je veux dire, quand on prend des déchets radioactifs qui ont une durée de vie de 100 000 ans, vous savez, le plutonium, c'est 24 000 ans, quoi. Donc, on crée une pollution qui dépasse l'échelle humaine. Actuellement, par exemple, il y a tout un plan pour enfouir des déchets radioactifs à Bure, dans un filon d'argile. Et on se pose la question de savoir quel genre d'inscription on mettra pour les générations à venir. Mais quand on dit les générations à venir, c'est-à-dire que c'est des gens qui viendront dans 100 000 ans, qui découvriront cette mine, et puis il faudra une inscription qui permette de leur expliquer que c'est dangereux. Et la seule chose qu'on imagine, c'est une tête de mort, quoi, c'est tout. À peindre ou à graver sur un mur de granit pour
que vraiment ces gens, même s'ils ont changé de langage, donc on s'adresse à des générations à venir dans 100 000 ans. C'est quelque chose de surréaliste. Et là, par rapport à ces fûts radioactifs qui ont été balancés dans la mer, 28 000 fûts avec du plutonium qui contiennent du plutonium, c'est quand même inquiétant et c'est pas très loin des côtes françaises, quoi. Donc il y a une chose aussi, c'est que des fûts de métal, ça a une durée de vie faible. Je veux dire qu'en quelques dizaines d'années, les fûts sont bouffés et ça libère son contenu. C'est ce qui s'est passé à Hasse, dans la mine de sel allemande. Vous avez également, si vous regardez sur le net, des sous-marins nucléaires russes qui ont coulé dans la mer de Barents. Eux, en plus, ils ont des torpilles nucléaires armées avec des ogives au plutonium. C'est surréaliste, quoi. Je veux dire que si on fait le compte de ce qu'on s'est foutu sur la tête comme épée de Damoclès, c'est quelque chose d'incroyable. Quant à balancer des fûts de déchets radioactifs et de plutonium dans la mer, dans la Manche, c'est de la folie furieuse, quoi, c'est tout. Et ces gens le savaient. On peut pas dire n'importe quel ingénieur était capable de dire au moment où on a balancé ces fûts de métal, ils ont une durée de vie de temps, quoi, c'est tout. Le métal a une durée de vie, le béton aussi a une durée de vie. Lorsqu'on fait des stockages en surface en France, on prend des fûts, on les met dans du béton et puis on coule du béton par-dessus et on s'aperçoit que le tritium passe au travers. Parce que ce sont des molécules extrêmement fines qui foutent le corps au travers. Donc là, la décision à prendre, c'est d'arrêter le nucléaire. Vous avez un Japonais qui parcourt le pays c'est un type qui a une 60aine d'années, qui a travaillé toute sa vie dans un institut pour le nucléaire. Donc il a baigné dans les réacteurs nucléaires. Et après Fukushima, il a compris vraiment que là, on allait à la catastrophe, quoi, c'est tout. Alors, vous avez évidemment des imbéciles qui disent si on abandonne le nucléaire, on va retourner à la bougie. Non, la solution, elle est simple. Il faut dépenser de l'argent. Il y a une chose extraordinaire, c'est que les gens qui critiquent cet abandon du nucléaire disent, vous vous rendez compte, toutes les solutions à base de l'énergie renouvelable, mais on aurait un prix du kilowatt qui serait supérieur. Vous savez, il y a des choses qui coûtent très cher, c'est les guerres. Et si on voulait consentir le 10e de l'argent qu'on dépense dans une guerre mondiale, on résoudrait tous les problèmes. On ne peut pas remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables sans dépenser un peu d'argent, c'est pas possible. Regardez par exemple actuellement, la France importe des capteurs photovoltaïques asiatiques et les prix d'importation étant plus faibles que ce que peuvent produire les industries françaises, eh ben, on a squeezé les industries françaises. Tout ça pour cette espèce de sacro-sainte loi du marché. Alors qu'il faudrait subventionner la production du photovoltaïque en France. Est-ce que vous pensez qu'on devrait suivre l'exemple allemand? Ils veulent se débarrasser du nucléaire assez rapidement et ils ont vraiment mis l'argent sur la table pour développer les énergies alternatives. Vous pensez qu'on aurait dû emboîter le pas des Allemands? Ils ont fait des choses plus intelligentes que nous. Par exemple, il y a une chose, c'est que vous avez en France un truc qui s'appelle le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Eh ben, il y a une chose, c'est que il faudrait imposer aux constructions actuelles des normes d'isolation thermique qui soient considérables. Ensuite, si vous voulez, sur chaque toit de bâtiment qu'on installe, on peut également mettre de la verdure pour fabriquer de l'oxygène, on peut mettre des capteurs solaires, on peut mettre des tas de choses, on peut mettre des éoliennes. Et ça, c'est au CSTB d'intervenir là-dessus. Vous avez par exemple une chose, c'est que quand vous avez une maison, par exemple la mienne, il y a une façade du toit qui est orientée nord et l'autre qui est orientée sud. Celle qui est orientée sud, pouf, elle est vachement bien orientée. Eh bien, on peut mettre là-dessus un miroir solaire plan, un miroir de Fresnel. Le miroir de Fresnel, vous avez peut-être vu ces lentilles de Fresnel dans les supermarchés ou à l'arrière des voitures, qui fait que lorsqu'on regarde ça, c'est comme une loupe, mais une loupe plate. Bon, ben cette loupe plate, vous avez l'équivalent en miroir. C'est un miroir qui concentre soit sur un point, soit sur un segment, la lumière du soleil. Et à ce moment-là, vous auriez une société qui fabriquerait des couvertures de toiture de maison qui ne seraient pas forcément LED d'ailleurs, et qui aurait la capacité de faire focaliser l'énergie solaire sur un segment, lequel se déplacerait
avec une minuterie, avec un mécanisme de manière à rester toujours au foyer au fur et à mesure que le soleil tourne. Essayez de vous imaginer ce qu'une toiture de maison arrive à focaliser. Ça, c'est pas 1 mètre carré que vous avez là-dessus, c'est tout de suite 100 mètres carrés. Et 100 mètres carrés, même quand le ciel est couvert, vous avez de l'eau chaude à vous brûler au robinet, quoi. Bon, ce sont des choses simples, des choses comme ça. Il y a donc des solutions, quoi, mais il faut mettre faut investir, quoi. Il faut vraiment mettre la main à la poche. C'est même pas cher, un truc comme ça. Ça n'est même pas cher à investir. Faut avoir la volonté politique, c'est plutôt ça, peut-être. Mais vous avez une chose, par exemple, c'est que EDF vend son électricité et c'est un lobby. Et justement, des mesures ont été faites pour contrarier les productions individuelles d'électricité. Vous avez par exemple des gens qui ont des chutes d'eau, qui ont du solaire, qui ont ceci, qui ont cela, qui pourraient alimenter le réseau. Mais EDF a des centrales nucléaires, il faut qu'elles tournent. C'est tout. Donc on est face à une imbécilité totale, quoi. Alors, puisqu'on parle du nucléaire, il y a aussi cette deuxième information, puisque la Chine et la Russie vont coopérer pour mettre en place des centrales nucléaires flottantes. Donc là, le projet, il est en route depuis 2008, donc on n'était pas trop au courant, hein. Il devrait être mis en service en 2016. Ça sera mis en route dans la péninsule russe, au nord du Japon. Donc voilà, et ce réacteur permettra de produire 70 watts. Alors effectivement, ces gens se disent, ben voilà, on met des centrales nucléaires flottantes, comme ça on a de l'eau à pas savoir quoi en faire, on risque pas d'avoir des pannes d'alimentation, en plus on peut mettre des capteurs solaires qui permettent d'alimenter ces pompes, etc. Bon, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un cyclone, une tempête? Le truc coule, c'est tout, hein. Mais vous savez, en France, on est encore plus fort. Si vous regardez ça a été sorti à l'époque de Fukushima. Vous avez un projet qui s'appelle FlexBlue. FlexBlue, c'est-à-dire que ce sont des réacteurs nucléaires qui donnent une grande flexibilité d'emploi. Alors, à Cadarache, à côté de chez moi, on a développé les réacteurs nucléaires de sous-marins. Les réacteurs nucléaires de sous-marins, vous voyez, ils fournissent quelques dizaines de mégawatts, hein. C'est pas les milliers de mégawatts des grandes centrales qui alimentent les villes. Avec quelques dizaines de mégawatts, on peut alimenter un petit bled, quoi. Eh bien, quelqu'un a une idée géniale, on va faire la chose suivante. Puisqu'on maîtrise la technologie des réacteurs nucléaires de sous-marins, eh bien, on va faire des espèces de containers en forme de sous-marin qui contiennent le réacteur, et ça produit l'électricité, et au lieu de faire marcher une hélice, eh bien, à ce moment-là, on va faire fournir l'électricité, on va fournir une localité côtière. Alors, vous imaginez la baie de Saint-Tropez, vous mettez à 40 mètres de fond ce genre de truc, et vous avez un fil qui alimente la ville formidable. Alors, le truc, c'est que quand on voit ça, eh bien, par exemple, on voit sur ces images qu'ils ont entouré l'engin avec un grillage, quoi, pour éviter que les bébêtes viennent s'amuser avec. Hein, mais dans cette histoire-là, vous avez effectivement un pompage de l'eau de mer pour refroidir le réacteur. Mais vous savez, les organismes marins, ils ont le chic pour se mettre là où ça pompe et pour tout boucher. Et alors tout d'un coup, on se dira, tiens, tout d'un coup, ce réacteur, il a explosé. Pourquoi? Parce que il y a des éponges qui se sont mis à l'entrée. Alors, est-ce qu'il faut que les plongeurs aillent tous les mois à déboucher ces trucs-là? Non, mais je crois que là-dedans, il y a une inconscience hallucinante. Et je peux vous dire la chose suivante. J'ai appris de sources sûres, de première main, je ne peux pas dire quelle est cette source, que la DCNS, c'est-à-dire Construction Navale Militaire Française, a passé un contrat avec un pays étranger pour lui construire un truc de ce genre-là. Alors évidemment, on n'ose pas encore faire ça en France, mais on va le faire ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va mettre, d'ici quelques années, quand ce sera livrable, une installation productrice d'électricité qui sera coulée à 50-100 mètres de fond quelque part. Puis en plus, ça, c'est la porte ouverte aussi à du terrorisme, hein, parce que vous localisez un truc comme ça, vous envoyez une grenade sous-marine, c'est génial, boum, ça saute, et ça pète le réacteur, et ça devient l'horreur. Là-dedans, c'est quoi? Je pense à ce que dit Jess Ventura dans ses vidéos. Suivez la piste de l'argent, c'est tout. Et c'est l'argent qui mène tout, et dans tous les domaines. Et c'est après moi le déluge. Moi, j'ai rencontré une des sommités de la technique de fusion en France, qui mène sa retraite dorée
dans son appartement de la place des Vosges, et quand il parle du nucléaire, j'ai entendu dans sa bouche cette phrase, les déchets, ça se gère. C'est pas son problème. Lui, il produit les trucs, puis après, les autres s'occupent des déchets, c'est tout. Merci Jean-Pierre Petit. Est-ce que vous connaissez le film Land of Hope? Non, je ne connais pas. Alors c'est un film japonais qui est sorti le 24 avril en France. Malheureusement, il est assez peu distribué dans les salles et il parle justement de la catastrophe nucléaire au Japon. Alors ça ressemble furieusement à Fukushima et le réalisateur du film s'appelle Sion Sono. Écoutez ce qu'il a à dire dans une interview. Merci Jean-Pierre Petit. Bon, de toute façon, on n'a pas fini de parler de ces choses-là, malheureusement. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. On écoute. 最近フランスの僕の友達とお話ししたときに、彼はこう言いました。日本の福島の原発は爆発したけど、フランスの原発はすごく安全で、絶対にそういうことは起きないと。でもかつてチェルノブイリが爆発したときに、日本の僕たち福島の人たちも日本人の全員が、僕たちはチェルノブイリの原発とは違ってすごく安全に作られているから、決してああいうことは同じことは起きないって同じことを言ってました。そして僕はこの映画を撮った理由はそこにあって、原発のある全ての国、全ての町は同じことを言います。うちだけは安全だと。でもそれは絶対に間違ってて、次はあなたの町の原発が破壊される恐れが十分にあるっていうことを理解してほしい。僕たちがチェルノブイリの時に同じことをやりました。だから原発に安全というものはなくて、一度原発を作ったらリスクを背負い、そこの原発が作られたその土地は全部いつか永遠に住めなくなる恐れがあるということです。だからそんなリスクを背負ってまで生活する必要は全くないということです。だからこのフランスで日本の福島の次はこのフランスがそういう国になるっていうことは十分に可能性がある。その可能性を、そのリスクを背負ってまで、原発に頼る必要は全くない。つまり私が言いたいことは、原発はいらないということです。世界中全て原発はいらない。我々もみんなで同調して一緒に言葉を発してほしいです。On passe à un tout autre sujet maintenant, on parle de malbouffe. Alors on a beaucoup parlé des scandales alimentaires en Europe, mais ne vous inquiétez pas, de l'autre côté de l'Atlantique, les gens sont au moins aussi empoisonnés que nous. Alors la preuve avec cet exemple au Canada, puisque maintenant on a trouvé du bœuf contenant du phénylbutazone. Alors le phénylbutazone, c'est un produit très très dangereux pour l'homme. Vivement que le traité transatlantique soit mis en place, comme ça on pourra nous aussi en profiter. On mangera du bœuf aux hormones et du bœuf au phénylbutazone. Voilà, bon appétit. On parle des pesticides maintenant, et la Commission européenne qui va suspendre sélectivement pendant 2 ans à compter du 1er juillet prochain l'usage dans l'Union européenne de 3 pesticides mortels pour les abeilles. Il s'agit de la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxam. Voilà, c'est un peu difficile à dire mais j'y suis arrivé. Ces substances entrent dans la composition de produits utilisés en traitement de semences ou en microgranulés fabriqués par l'allemand Bayer ou le suisse Syngenta. Donc ça rentre dans la composition des produits comme le Gaucho, le Régent, le Cruiser, le Cheyenne ou le Proteus. La Commission propose de suspendre leur utilisation pendant 2 ans pour le maïs, le colza, le tournesol et le coton. L'interdiction sera sélective car elle ne concernera que certaines cultures à certaines périodes de l'année pendant lesquelles les abeilles sont actives. 2 questions me viennent en tête. Première question, pourquoi une période de 2 ans si ces produits sont dangereux? Et pourquoi juste sur la culture du maïs, du colza, du tournesol et du coton? On continue avec les pesticides et on va parler d'une étude de l'Institut de veille sanitaire. Donc cet institut vient de publier un rapport qui montre que les Français ont une exposition plus importante que d'autres citoyens européens ou américains à certains pesticides. Donc l'organisation Génération Future note un résultat particulièrement inquiétant dans ce rapport. L'exposition élevée des Français aux insecticides
organophosphorés et pyrétrinoïdes, dont beaucoup se suspectaient d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, l'organisation Génération Future avait noté l'omniprésence de ces insecticides dans nos céréales et dans nos logements dans un récent rapport publié en mars dernier. Et donc elle appelle plus que jamais le gouvernement français et l'Union européenne à mettre tout en œuvre pour prendre des décisions pour supprimer cette exposition des citoyens à ces pesticides qui sont donc suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. On termine la partie santé-environnement en parlant du virus H7N9. Alors je vous en parlais déjà la semaine dernière et je vous disais que je sentais bien que les laboratoires nous pondraient un vaccin pour la rentrée de septembre. Eh bien aujourd'hui c'est confirmé. Tous les labos planchent sur un vaccin. Il ne reste plus qu'à mettre en route la machine à propagande pour inciter les gens à aller se faire vacciner. Alors pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, on va parler d'un jour dans la mondialisation. Alors cette fois-ci je reçois Jonathan du Cercle des Volontaires. Salut Jonathan. Salut Capitaine, salut à tous. On va parler cette semaine du traité de Maastricht, il me semble, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, et tout particulièrement de l'article 104. Très bien, je te laisse la parole, vas-y. Ok, merci Capitaine. Alors, lors de ma précédente intervention dans ton émission, c'était au sujet de la loi du 3 janvier 1973. Et donc j'avais expliqué que cette loi ne remettait pas en cause le financement de l'État par la Banque de France, mais qu'elle mettait donc surtout fin au circuit du Trésor et à son mécanisme vertueux de financement de l'État, notamment par les bons planchers qui constituaient des sortes d'emprunts forcés dont l'État fixait le taux aux banques privées. Alors la trentaine d'années qui a précédé les accords de Maastricht, qui ont été donc signés le 7 février 1992, a été une période de développement exponentiel de l'activité financière. En effet, les dettes publiques, et notamment la dette publique française, étaient de plus en plus financées par des acteurs privés dont l'identité réelle reste brouillée, notamment par le marché secondaire et la revente des créances. Le terrain était donc prêt pour les accords de Maastricht. Donc ces accords, on va surtout regarder l'article 104. L'article 104 vient donner un cadre juridique et contraignant à ce qui s'est déjà imposé dans les pratiques de la plupart des nations européennes destinées à adopter l'euro. L'article 104 vient en effet, cette fois-ci formellement interdire à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États. Cet article a été transposé dans le traité de Lisbonne, donc l'article 123, et est toujours aujourd'hui en vigueur dans les pays de l'Union. Donc concernant l'article 104, je le cite, il est donc interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, si prédénommées Banque Centrale Nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres, l'acquisition directe auprès d'eux par la BCE ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Il est donc cette fois officiel et gravé dans le marbre du droit européen et donc du droit français que la Banque de France ne peut plus prêter directement à l'État. Néanmoins, cette fois encore, le traité de Maastricht permet, en contournant le règlement, le financement des États de l'Union. Ainsi que le soulignait Alain Grandjean sur le site Chômage et Monnaie en 2004, le traité n'interdit pas l'acquisition par la BCE sur le marché de titres publics. Or, si j'ai bien compris, le mécanisme d'achat donc de titres de dette d'État sur les marchés financiers a les mêmes effets économiques qu'une avance directe, pour peu que la BCE achète donc ses créances au meilleur taux. Mais il ne faut pas rêver, car la BCE ne fait pas de cadeaux facilement. Le maître mot de ces oligarques est indépendance. Comprenez ici que ces gens sont là uniquement pour permettre aux financiers de voir leurs créances honorées. En France, nous avons certains politiques défenseurs de l'alter-Europe, comme Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Marine Le Pen, qui restent confiants dans leur capacité à faire plier la Banque centrale sur sa politique d'indépendance. Libre à chacun de croire au discours de ces carriéristes politiques. Jean-Luc Mélenchon, qui fit la promotion de Maastricht en 92, peut-être qu'on pourra mettre ici la petite vidéo, fait croire aujourd'hui qu'il regrette,
tout en ne souhaitant pas la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Voir à ce sujet son dernier face-à-face avec Jacques Attali sur des paroles et des actes. Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la République, affirme lui qu'il est possible de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Et puis, selon sa formule fétiche, de toute façon, on ne peut pas sortir du cœur d'un continent où on est, parce que pour lui, l'Union européenne, c'est le continent européen. Et ensuite, Marine Le Pen, qui a longtemps écarté la question de la sortie de l'Union européenne, de son agenda politique, a sorti récemment, comme par magie, l'idée d'un référendum sur la sortie de l'Union en mars dernier. Donc cette opposition de papier permet à mon sens de semer la confusion au sujet de l'Union européenne et des solutions concrètes à apporter. À la question « Est-il dans l'intérêt de la France de rester dans l'Union européenne et de se soumettre à une législation dépossédant son peuple de sa souveraineté monétaire ?» Vous aurez compris que mon parti pris, à l'image d'une part grandissante de la population prenant conscience de la domination européiste, est clairement non. Merci Jonathan. Merci capitaine. On se retrouve dans une prochaine intervention, ok? Ça marche. À bientôt. À bientôt, ciao. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à vous tous pour vos informations que vous m'envoyez tout au long de la semaine. Merci encore pour vos soutiens. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. On fait un petit break d'une semaine, mais vous inquiétez pas, j'ai pas mal de petites traductions à vous faire, donc vous ne resterez pas sans rien. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, restez informés. À bientôt. Ciao.